Radio J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Frédéric Charillon, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vous êtes spécialiste des questions internationales, professeur des universités de sciences politiques à l'université Paris-Cité, à l'ESSEC et à Sciences Po. Et vous avez publié chez Odile Jacob un livre intitulé « Guerre d'influence, les États à la conquête des esprits ». Vous écrivez que l'influence s'est imposée dans les affaires mondiales comme dans notre quotidien politique et social, qu'il s'agisse de fondations allemandes ou américaines, de réseaux télévisés ou de programmes culturels devenus phénomènes planétaires. L'influence est partout. Dès lors, faut-il, Frédéric Chatillon, la dénoncer ou essayer de s'y adapter en permanence ? Alors, non, c'est Charillon, pas Châtillon. Châtillon, c'est un autre. J'ai dit Châtillon ? Oui, c'est pas grave, ça, c'est un classique. Pardon. Oui, parce qu'il est connu, celui-là aussi. Alors, justement, je crois qu'il faut arrêter de la dénoncer, cette pratique de l'influence, parce que elle est répandue. Je vous donne juste c'est pas une anecdote, c'est un rapport parlementaire britannique qui porte justement sur l'influence russe, à la fois dans le référendum sur le Brexit, dans les élections américaines de 2016 qui ont conduit à l'élection de Trump. Et ce rapport parlementaire fait toute la liste de tous les coups pendables que la Russie a fait dans ces dossiers-là. Et bon, on peut s'attendre à ce que la conclusion soit c'est ignoble, etc. Non, pas du tout. La conclusion de ce rapport, c'est de dire c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans un monde d'influence. Il faut jouer le jeu. C'est-à-dire, jouer le jeu, ça veut dire... S'en protéger d'abord ? S'en protéger, en être conscient. Le dire aux populations, faire en sorte que les populations, le public, l'opinion en soient conscients, et puis éventuellement savoir... Il y a un défaut de sensibilisation justement des opinions publiques à cette question ? Je pense que oui, c'est-à-dire autant dans le domaine de la publicité, on est habitué à ça, on sait très bien que voilà, il y a des firmes, des marques qui, quand il fait très chaud, mettent des affiches avec des boissons gazeuses, des gouttelettes bleues et vertes pour nous donner soif, on accepte ça, on est habitué. Il y a le métier désormais d'influenceur. C'est un peu ça aussi, on a même fini par accepter tout ce qu'on appelle les cookies en informatique, c'est-à-dire ces petits programmes qui vont espionner nos habitudes, nos goûts, etc. Et bien, en politique internationale, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de nous faire acheter quelque chose, parfois d'ailleurs peut-être, mais il s'agit de nous faire acheter en tout cas des programmes politiques et des discours politiques. Il s'agit de nous faire accepter des actions internationales de certains pays, et ça, c'est devenu monnaie courante. Donc ça ne sert à rien de dire « regardez, c'est ignoble », c'est presque trop tard. Aujourd'hui, le monde est comme ça, beaucoup de pays ont mis beaucoup de moyens sur la table pour défendre ce type de politique, pour essayer de conquérir nos esprits, pour essayer d'améliorer leur image, parfois d'acheter un silence, parfois d'avoir une loyauté ou une approbation, et il faut simplement en tenir compte, il faut accepter que ce phénomène est déjà là, ça sert à rien de vouloir l'arrêter en disant c'est ignoble, c'est déloyal, etc. Est-ce que c'est un phénomène qui a été renforcé par les nouveaux moyens de communication, notamment les réseaux sociaux ? Bien sûr, c'est-à-dire que tout est en temps réel, le fait de voir quelque chose que l'on considère comme en direct sur les réseaux sociaux, le fait de pouvoir fabriquer aussi très rapidement une information va évidemment réduire le temps de réaction et donc multiplier l'émotion. C'est pas la même chose de voir en direct des images, même si d'ailleurs parfois elles sont fausses, et d'y réagir immédiatement, que d'apprendre 2-3 jours plus tard par un journal papier qu'il s'est passé quelque chose de grave avec ça. Là, on le voit en direct, donc forcément la réaction est vive, et c'est bien là-dessus que comptent évidemment les puissances qui souhaitent nous influencer. Frédéric Charillon, on est influent, ajoutez-vous dans le livre, quand l'autre nous écoute parce qu'il a intérêt à le faire. Et c'est Jean-Paul Belmondo avec les mots d'Audiard qui le dit peut-être le mieux. Petit extrait du film 100 000 $ au soleil. Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. J'aime bien cette citation que j'avais prise dans mon livre, parce que souvent on oppose l'influence à la puissance, en disant soit on est puissant, on utilise la force, soit on est influent, on est beaucoup plus malin, etc. C'est plus subtil que ça, c'est-à-dire qu'on est d'autant plus influencé par quelqu'un que l'on sait que derrière, il y a de la puissance, il y a du réseau. Il y a une corrélation entre la puissance et l'influence ? Je pense. Alors évidemment, Belmondo sur un dialogue d'Audiard, dit quand les types de 130 kilos parlent, ceux de 60 kilos les écoutent. Bon. Mais quand les États-Unis parlent aux Nations Unies, les petits pays les écoutent beaucoup plus que les petits pays. Donc l'influence, elle est liée aussi à la puissance que l'on devine derrière, même si cet usage de la force n'est pas manifeste. Je vous donne un exemple de tous les jours. Imaginez un jeune étudiant qui est invité, il est en stage dans une ambassade, et il est invité pour la première fois par l'ambassadeur à une réunion de service. Il est content, il est au milieu de tout le monde. Et puis l'ambassadeur se tourne vers lui dans la réunion en disant « Vous serez d'accord avec moi, j'en suis sûr ». Il n'utilise pas la force, l'ambassadeur. Il n'utilise pas l'intimidation. C'est difficile de le contester.
Mais le jeune étudiant a bien compris que c'est pas le moment de dire « Ah non, non, justement, là, je suis pas d'accord du tout et tout. » Mais non, il sait très bien à qui il a affaire. Et là, il va être d'autant plus influencé ou il sera plus enclin à soutenir les arguments de quelqu'un dont il connaît le pouvoir derrière. C'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas opposer influence et puissance. Et c'est pour ça aussi que j'écris que l'influencé doit y trouver son compte. Souvent, quand on se laisse influencer, il faut bien sûr qu'il y ait une légitimité, il faut qu'il y ait quelque chose d'intellectuellement compatible, il faut que nous soyons convaincus. Mais on y trouve aussi notre compte. Est-ce qu'on connaît franchement des exemples de pays ou de diplomates qui ressortiraient d'une réunion bilatérale en disant que c'est vraiment contraire à nos intérêts nationaux, il faudrait surtout pas qu'on fasse ça, mais vraiment, il m'a convaincu parce que c'était très intelligent ce qu'il dit. Mais non, ça n'existe pas. Donc pour se laisser influencer, il faut qu'on y trouve aussi son compte quelque part. Vous proposez dans le livre une typologie des modalités d'influence aujourd'hui. Vous en relevez 3 principales. Celle des États-Unis, celle des régimes autocratiques qui instillent souvent la graine du soupçon et celle des pays du Golfe qui mêlent croyance et finance. Qu'est-ce qui différencie ces 3 politiques d'influence ? Alors il y a un modèle d'abord qui est la matrice américaine depuis très longtemps, depuis au moins après 1945, mais en réalité peut-être encore avant, qui est de dire nous allons séduire. Nous allons séduire par un modèle de société. Ça consiste à attirer à la fois les élites. On connaît le système américain qui veut attirer les meilleurs, parce que son système professionnel est valorisant, parce que les universités sont bonnes, parce qu'on peut y réussir, sa carrière, sa vie, etc. Donc ça, c'est un modèle démocratique libéral que les pays démocratiques ont repris un peu à leur compte. Parfois d'ailleurs loin des rivages de l'Amérique ou de l'Europe, la Corée du Sud, qui avec un modèle de réussite économique, politique, et puis aussi de soft power, la K-pop, etc., attire beaucoup de gens. On va se multiplier le nombre de demandes d'apprentissage du coréen en Asie. Ça, c'est le modèle, je veux dire, occidental, démocratique, libéral. On séduit par un modèle de société pour dire aux gens, rejoignez-nous parce que chez nous, vous allez pouvoir vous épanouir parce que nous représentons des valeurs auxquelles vous tenez et qu'il faut défendre avec nous. Vous avez des valeurs qui s'inscrivent aussi dans les imaginaires à travers notamment des séries télévisées. Alors, voilà, parce que non seulement on veut essayer de capter les élites, et ça a marché très bien pendant la guerre froide. Les Américains ont développé toute une série de réseaux avec des intellectuels qui allaient défendre la cause de la démocratie libérale. Raymond Aron, Arthur Koestler, etc. Pierre Grémion rappelait très bien ça dans un livre ancien maintenant qui s'appelait Intelligence de l'anticommunisme, comment les États-Unis avaient réussi à capter ce réseau, mais aussi le grand public, l'opinion, ce qu'on va appeler par la culture populaire, c'est-à-dire par Hollywood, par des séries télévisées. On va aussi projeter une vitrine, une image de cette société qui va la rendre sympathique aux yeux de toute une opinion internationale. Ça, c'est le modèle démocratique libéral. C'est-à-dire, rejoignez-nous parce que nous avons des valeurs que vous partagez et en plus, chez nous, vous pourriez vous épanouir et vivre bien. Pas forcément chez nous, mais ça peut être chez vous, mais avec le même modèle que nous. Vous avez un deuxième modèle qui est le modèle autoritaire. Les régimes autoritaires ne sont pas tellement là pour dire venez chez nous, mais plutôt pour faire douter les autres, et notamment les démocraties. C'est ce qu'on appelle souvent en relation internationale le sharp power, un peu, c'est-à-dire la puissance aiguisée, comme un couteau qu'on va remuer dans la plaie, pour dire aux opinions des régimes démocratiques, est-ce que vous êtes sûr que vous vivez bien en démocratie ? D'ailleurs, est-ce que vous êtes sûr que vous vivez bien tout court ? Regardez ces images de désordre, regardez ces rues pleines de manifestants, regardez ces grèves. On l'a vu pendant les Gilets jaunes, on l'a vu aussi pendant le début du confinement avec le modèle chinois. Bien sûr, la diplomatie ou alors regardez des vaccins. ces images du Capitole aux États-Unis, c'est ça la démocratie, c'est ça que vous voulez. Bon, ça c'est autre chose, c'est le fait de faire douter l'autre. On ne dit pas nous sommes un modèle de société attirant et séduisant. Ça a été le cas. Il y a eu beaucoup de maoïstes en Occident. Il y a toujours d'ailleurs des gens qui sont séduits par l'autoritarisme de certains pays. Mais c'est plutôt l'idée de faire douter les démocraties. Et puis il y a un troisième modèle. Alors effectivement, on pense plutôt aux pays du Golfe parce qu'ils ont les moyens de le développer, qui est très particulier, qui compte sur la foi, qui est une corde sensible, effectivement, extrêmement puissante et mobilisatrice, la croyance, la religion, mais que l'on va entretenir avec beaucoup de moyens qui sont dus pour l'essentiel à la rente pétrolière ou énergétique pour ces pays, et qui va être un peu particulier, parce que là, on va s'adresser à des relais qui sont plutôt dans une communauté de croyants, mais qui va faire aussi vibrer des cordes beaucoup plus puissantes que l'idéologie ou quelques valeurs intellectuelles. Donc, et on le voit
par exemple, dans le tandem Turquie-Qatar. La mobilisation... Voir maintenant Arabie Saoudite aussi, notamment avec sa volonté d'organiser un certain nombre d'événements sportifs, notamment les Jeux Bien Olympiques. sûr. Alors ça, c'est un peu différent parce que c'est le soft power. L'Arabie Saoudite, justement, essaye de diversifier. Beaucoup de pays qui avaient des solidarités religieuses derrière sont des pays qui essayent de diversifier leur image. L'Arabie Saoudite, c'est vrai, le fait. Attendez, nous ne sommes pas que le pays du pèlerinage à la Mecque. Nous sommes aussi un pays qui organisons des choses, etc. Ils ont voulu faire un petit peu comme le Qatar, du reste. Et donc, ça, c'est une diversification de soft power. Mais derrière, il y a aussi la fibre religieuse qui est puissante. C'est un autre type d'influence qui est très particulière, qui n'est pas du soft power au sens médiatique, série télévisée, qui n'est pas non plus forcément politique, qui agit sur d'autres ressorts, mais voilà, qui est un modèle qu'il faut prendre en compte. Laquelle de ces 3 stratégies d'influence est selon vous la plus efficace ? Alors, pendant très longtemps, moi je continue de penser que c'est quand même la première, c'est-à-dire que tout ce qui est fondé sur la liberté est en réalité plus attirant. Mais les 3 ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le modèle démocratique libéral compte sur la liberté individuelle, sur la liberté d'entreprendre, et ça c'est quand même extrêmement puissant. Mais là où il y a une limite, c'est que, et ce qu'il n'avait peut-être pas prévu, c'est qu'avec cette liberté d'expression, on a créé une vulnérabilité qui est retournée contre ce modèle par des régimes autoritaires, qui vont utiliser, par le sharp power qu'on évoquait tout à l'heure, qui vont utiliser cette liberté d'expression pour faire mal, pour faire douter, sans d'ailleurs réciproque possible, puisque eux, la plupart d'entre eux ont verrouillé tout ce qui est médiatique, liberté d'expression, etc. Donc on a du mal à répondre. Et eux vont utiliser cette liberté d'expression pour faire douter. Ça, c'est un peu la limite du premier modèle. Le modèle autoritaire, il est évidemment puissant parce qu'il fait douter. C'est toujours plus facile de faire douter que de construire quelque chose. Mais en revanche, il a une limite importante. C'est-à-dire que quand on veut faire de l'influence, il faut dialoguer avec les gens, il faut autoriser la liberté d'expression, il faut autoriser du commentaire, il faut autoriser des retours, surtout aujourd'hui avec le web 2.0 où les gens sont habitués à cette interaction, ce commentaire. Or, les régimes autoritaires n'aiment pas ça, ils n'acceptent pas ça. Ils veulent verrouiller en quelque sorte. La question, si vous voulez, c'est est-ce qu'on peut faire une stratégie d'influence quand on a des journaux télévisés qui sont absolument aseptisés, des séries télévisées donc où on voit propagande en gros en clignotant dessus, gros comme une maison. Ça, c'est un peu leur limite. Et quant au troisième modèle qui compte plutôt sur la croyance, évidemment, la fibre de la croyance, elle est très très importante, elle est très forte. En revanche, elle va nécessiter, pour être développée, une sous-traitance à des acteurs privés, à des associations religieuses, qui pourront s'émanciper après, jouer leur propre carte, avoir leur propre stratégie, qui n'est pas la même forcément que celle d'un État ou d'une diplomatie. Et ça va être difficile à mettre en musique après. Voilà, on a 3 grandes catégories, je dirais, de pratiques de l'influence. Les 3 ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je continue de penser que la première, celle de la démocratie libérale, au final reste puissante. Et aujourd'hui, sur l'affaire ukrainienne, on n'a pas la réponse. On va y revenir dans un instant justement à cette guerre. Vous écrivez également, Frédéric Charillon, que les stratégies d'influence gagnent du terrain, y compris dans le domaine de la guerre. Est-ce que c'est le résultat, on en a dit un mot tout à l'heure, est-ce que c'est le résultat des difficultés malgré tout à imposer par la force des résultats nets, la traduction logique de l'impuissance de la puissance, pour reprendre un titre d'un livre de Bertrand Badi? Alors, l'influence, c'est quelque chose de subtil, c'est un pouvoir subtil. Donc, ça se joue sur le long terme. Effectivement, il n'y a pas forcément de retour sur investissement immédiatement. C'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre longtemps. D'abord, il faut bâtir une confiance, il faut bâtir une légitimité, il faut bâtir des réseaux. Bon, et parfois, effectivement, certains États, certaines puissances estiment que l'usage de la force va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Ce qui est extrêmement intéressant et intriguant dans l'affaire ukrainienne, c'est que, et moi j'étais très étonné, c'est que Vladimir Poutine, avec ses nombreux défauts, mais aussi ses habiletés politiques, est quelqu'un qui, en gros, a mis 20 ans pour rétablir une véritable stratégie d'influence de la Russie, ce qui n'était pas gagné en 1991. Bon. Alors, avec des méthodes parfois peu recommandables, je vous l'accorde, mais si on regarde ça d'un point de vue purement cynique, on peut dire que la Russie, sous Vladimir Poutine, a retissé des vieux réseaux de solidarité en Europe centrale et orientale, a développé des médias influents comme RT ou d'autres, Sputnik et d'autres, a repris pied en Afrique par l'intermédiaire parfois de la société de Wagner ou autre, c'est vrai, par des moyens peu recommandables, on l'a dit, mais c'est une diplomatie qui parle à tout le monde au Moyen-Orient. Donc il avait ce retour d'une vraie stratégie d'influence. Et on a l'impression que là, il a tout joué sur le coup de poker,
ukrainien, comme s'il avait tout misé sur ce coup-là, au risque de tout perdre. Alors, aujourd'hui, il y a un double pari d'influence. Il y a le pari, on va dire, occidental, américain et européen, qui consiste à dire un pays qui veut faire ça aujourd'hui va le payer très cher. Sanctions, isolement, etc., etc. La Russie fait un autre pari qui est un peu anachronique, c'est le pari qu'on peut, en 2022, refaire, si je puis dire ainsi, refaire le coup de l'écrasement du printemps de Prague en 1968. C'est-à-dire, la force va passer, les jérémiades auront lieu, mais ça ne sera pas très grave, on va passer en force. En réalité, nous n'avons pas le résultat de ce match aujourd'hui. Parce que, évidemment, pour le moment, la Russie s'enlise un peu militairement. Elle est relativement isolée sur la scène internationale. Et on a l'impression que le pari de l'influence occidentale fonctionne. Cela dit, écoutons, regardons ce qui se passe dans les pays du Sud. Et même d'ailleurs dans nos sociétés européennes, dans certains milieux. Le discours russe, il est quand même entendu. Mais ce recours à la force par Vladimir Poutine, est-ce qu'il ne signe pas aussi, d'une certaine manière, les limites de l'influence ? Non, je ne pense pas, parce que... alors ça, c'est évidemment un débat qu'on a eu beaucoup, mais j'ai écrit ce livre juste avant l'invasion ukrainienne en disant l'influence est supérieure à l'usage de la force. Alors on pourrait dire, regardez, l'usage de la force, c'est toujours là. Mais d'abord, premièrement, c'est pas incompatible. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel point Vladimir Poutine comptait sur des années de stratégie d'influence pour préparer l'usage de la force. C'est-à-dire que l'influence... C'est un moyen, c'est ce que vous écrivez dans les livres. L'influence accompagne, prépare l'usage de la force et même va l'accompagner après. On voit bien la guerre médiatique, la guerre des images, la guerre des mots, la guerre des récits qui accompagnent cette guerre ukrainienne. Et donc, c'est pas du tout incompatible. Et par ailleurs... l'usage de la force ne remplace pas l'influence ou ne s'y oppose pas, ça se combine. Et simplement, je suis étonné qu'il ait tout joué sur ce pari massif de l'usage de la force en Ukraine, et surtout avec visiblement un déficit d'information qui fait qu'il pensait que ça serait plus facile que ça militairement, semble-t-il. Après la guerre, est-ce que Moscou sera obligé de faire évoluer sa stratégie d'influence ? Alors, forcément, puisque là, il y a eu quand même une rupture stratégique majeure, mais il est tout à fait possible que la Russie retrouve ses réseaux d'influence tels qu'elle les avait tissés depuis très longtemps. Avec le même récit ? Avec le récit qui consiste à dire on a été poussé à faire cette guerre, ça n'est pas nous qui l'avons voulu, c'est une intrusion américaine, etc., etc. C'est toujours le récit russe. Et puis, il va y avoir un moment important, si, faut l'espérer, un jour, tout le monde revient à la table des négociations, ça va être le récit qui consiste pour les Russes à dire, bon, écoutez, il y a des régions qui sont maintenant russes, c'est plus négociable, il faut arrêter, il est temps d'arrêter. Et le récit russe, probablement, sera à ce moment-là de dire, vous voyez, nous, on propose d'arrêter, on propose la paix. Et en face, les Ukrainiens qui diront, non, vous nous avez confisqué, annexé des régions, on veut les récupérer. Là, il y aura probablement un récit russe qui dira, vous voyez, c'est eux qui veulent continuer la guerre. Bon, et donc, à nouveau, on repartira pour une confrontation des récits dans une véritable guerre d'influence. Est-ce qu'on peut parler de stratégie d'influence ukrainienne depuis 11 mois ? Maintenant, oui. C'est nouveau. C'est-à-dire que d'une certaine manière, Vladimir Poutine est le principal artisan de la création d'une stratégie d'influence ukrainienne. Alors il y avait bien sûr, mais alors c'était sur des enjeux très, très pointus, la question religieuse dans l'église orthodoxe, etc. Mais là aujourd'hui, on voit qu'il y a la création d'une image nouvelle de l'Ukraine comme un pays résistant, comme un pays qui a réussi un exploit en s'opposant, en freinant, en arrêtant l'offensive d'un géant militaire. Et donc on a effectivement une image. Est-ce qu'il y a une stratégie d'influence ? Je crois que c'est plus long à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, c'est une question qui va être importante dans la suite des événements. Est-ce que l'Ukraine va transformer cette image positive qu'elle a acquis d'un seul coup avec tout ce qui s'est passé en véritable stratégie avec des réseaux, des relais, des gens dans différents pays du monde qui seront là pour défendre la position ukrainienne, autant que la Russie a su en tisser dans les dernières années. Ça va être un vrai enjeu, oui. Alors vous prenez un autre exemple de guerre, et précisément de l'opposition de la diplomatie française à la guerre américaine en Irak en 2003, pour démontrer que l'influence peut viser également à empêcher, à dissuader. Dans ce cas précis, pourtant, ce fut un échec. La guerre a eu bien lieu. La guerre a eu lieu. Et alors, l'influence, c'est un peu comme pour la puissance ou pour les définitions du pouvoir. Il s'agit de faire, d'être capable de faire ou d'empêcher de faire. Si on veut être influent et respecté, il faut être capable de... Si on dit... on doit faire cette action internationale pour nos propres intérêts, il faut être capable de la faire, sans que personne ne puisse nous dire le contraire. Il faut être capable aussi de faire.
c'est-à-dire de faire faire à un pays ce qu'il n'aurait pas fait tout seul. On a besoin qu'on autorise une prise de participation à une société, l'autorisation d'utiliser un espace aérien, on a besoin de faire faire par d'autres pays des actes qui nous arrangent et qu'ils n'auraient pas fait tout seuls si on n'avait pas voulu les influencer. Et puis il faut être aussi capable d'empêcher de faire. C'est ça aussi l'influence. On voit qu'il se passe des évolutions qui sont extrêmement dangereuses pour nos intérêts, il faut pouvoir les stopper. Et ça aussi, ça fait partie de l'influence, c'est plus négatif, c'est plus une stratégie de mettre le pied dans la porte, mais il faut aussi être capable à un moment dans une stratégie d'influence de rassembler des gens pour stopper un processus pour qu'il n'ait pas lieu parce qu'on estime qu'il est extrêmement dangereux pour nos intérêts. Alors la France a essayé de faire ça pour la guerre américaine en 2003. Elle n'a pas réussi à empêcher la guerre. Elle a réussi à empêcher la caution onusienne à cette guerre. C'est-à-dire que les États-Unis voulaient transformer les Nations Unies. C'était l'objectif également ? Pour la France, je crois que c'est un objectif très fort pour plein de raisons. D'abord parce que ça aurait légitimé une guerre que nous estimions illégitime. Puis il y avait une raison beaucoup plus française, qui est que notre statut de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est l'un des grands attributs de puissance qu'il nous reste dans ce monde. Si on avait à ce moment-là laissé les États-Unis transformer les Nations Unies en chambre d'enregistrement des décisions de politique étrangère américaine, si on avait laissé l'administration Bush dire « nous savons que vous n'êtes pas d'accord, mais vous allez voter quand même parce qu'on vous l'impose », alors qu'est-ce qu'il nous restait comme attribut de puissance? Il fallait absolument sauver, si je puis dire, le rôle de ce Conseil de sécurité des Nations Unies en montrant que non, on ne donnait pas comme ça le label ou la caution onusienne à n'importe quelle action, et les Américains ont pu faire leur guerre, mais ils ont dû la faire sans la caution onusienne. Et pour nous, Français, à l'époque de Jacques Chirac, c'était important. Ces guerres américaines ont été par la suite interrogées, notamment par les séries américaines. On va justement écouter un extrait de la bande originale de la série culte Homeland, signée Sean Connery. Frédéric Charion, qu'est-ce qu'elle vous inspire, ces séries justement qui reviennent sur les doutes autour de la légitimité des actions américaines, notamment au Moyen-Orient? Alors d'abord, les séries en général, c'est devenu un instrument d'influence extraordinaire, parce que c'est le format aujourd'hui qui est vraiment beaucoup regardé, beaucoup sollicité. D'ailleurs, on voit bien une inflation de séries de différents pays du monde, parfois qui ne visent pas forcément une influence politique directe, mais c'est le nouveau format. Notamment les séries israéliennes, on pense notamment à Fauda. Fauda, bien sûr, qui va, je crois, on va bientôt avoir, je crois, la 4e saison. Il y a des séries turques très très nombreuses, notamment historiques sur l'Empire ottoman, qui redore le blason de l'Empire ottoman de façon assez importante, ou parfois d'ailleurs à la gloire de l'armée turque, comme Boru, etc. On a eu notre bureau des légendes en France. On sent que voilà, c'est un genre qui intéresse pour influencer aussi. Alors, dans le cas américain, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que là, on est vraiment aussi dans le modèle démocratique libéral. On fait des séries qui ont, en apparence, qui sont critiques, qui critiquent aussi le système américain. On voit toujours des monstres froids, on voit toujours des organismes comme la CIA peuplés de gens ignobles, etc. Mais et qui répondent à 24 heures chrono, par exemple. Aussi. Alors, dans Homeland, c'est tout à fait visible. C'est-à-dire qu'on critique le système, on montre qu'on a une démocratie, que dans nos pays, on a le droit de critiquer la CIA, l'État américain, etc. Mais au fond, le message principal finit par passer. Dans Homeland, c'est quoi le message principal? C'est que le danger terroriste est réel. On voit l'histoire de cette femme qui a des problèmes psychologiques importants, qu'on ne croit
fera jamais parce que justement elle a des problèmes psychologiques importants. Mais au bout du compte, c'est toujours elle qui a raison. Et elle a raison en disant quoi ? En disant que le danger terroriste est réel. Et ça, c'est le message quand même de la série. Et c'est très intéressant parce que les États-Unis ont cette capacité à faire des séries qui restent très critiques vis-à-vis de leur propre système politique, qui montrent qu'on est en démocratie, mais qui font quand même passer le message. Carrie, la ruine principale, voilà. C'est l'Amérique ? C'est le message, c'est elle qui porte le message que le danger terroriste est réel. Et évidemment, on voit qu'à côté, l'Amérique, elle n'est pas toute blanche, enfin, sans jeu de mots évidemment, qu'elle n'est pas totalement innocente, plus exactement, qu'elle a ses monstres froids, qu'elle a ses arrivistes, qu'elle a ses cyniques au sein de l'appareil État. Mais quand même, le message principal, c'est le danger terroriste, il est réel. On voit aussi la saison 4 qui est extraordinaire sur la relation très compliquée, très ambiguë entre les États-Unis et le Pakistan, et qui dénonce le double jeu pakistanais. On voit, le message politique passe, même si on peut se permettre d'être très critique vis-à-vis de notre système politique. C'est le rôle souvent des séries américaines. Restons sur le Moyen-Orient, si vous le permettez. Comment les États de la région, Israël, l'Iran, le Qatar, on en a parlé aussi un peu tout à l'heure, l'Arabie Saoudite, ou les Émirats Arabes Unis construisent leur politique d'influence? Alors d'abord, c'est une région évidemment qui est très marquée par la question religieuse. Donc il y a forcément un rôle important des solidarités religieuses. Il est clair que, bien évidemment, les communautés juives du monde sont sensibles à la situation d'Israël, mais les communautés musulmanes sont aussi sensibles à Jérusalem, mais l'Iran a évidemment une influence particulière sur les chiites dans la région et au-delà. Donc cette carte religieuse, elle est jouée par les différents acteurs. Elle est importante notamment pour des États comme ceux du Golfe qui n'ont pas forcément la même histoire aussi clairement identifiée que l'ancien Empire ottoman ou d'autres. On pense au Qatar, on pense aux Émirats. Là, évidemment, leur récit historique, il est en train d'être bâti, mais il n'a pas le même socle que la Turquie, héritière de l'Empire ottoman. Et donc, on va jouer sur la carte religieuse. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que ces États diversifient, comme on l'a dit tout à l'heure, leur soft power. Que bien sûr, la carte religieuse est importante, mais on veut montrer qu'il y a autre chose. Qu'il y a une carte culturelle, sportive, c'est le cas du Qatar. C'est le cas des Émirats aussi, le Louvre à Abu Dhabi, la Sorbonne à Abu Dhabi. C'est le cas d'Israël, une start-up nation. Bien sûr. Et puis ce cas d'Israël, qui est aussi une start-up nation, qui est un État aujourd'hui qui est influent parce qu'elle a bien d'autres cartes, évidemment. On connaissait la carte religieuse, on connaît la carte touristique, on connaît plein de choses. Mais il y a aussi maintenant cette carte technologique qui est de dire nous sommes une puissance technologique. Et qui lui permet de parler à d'autres publics plus larges, et notamment dans le cadre des accords d'Abraham. Bien sûr, on est nombreux à penser que cette carte-là, elle est très intéressante pour les pays de la région et qu'elle contribue à ce que des pays de la région se disent il faut maintenant qu'on passe à autre chose. Évidemment, on a eu des conflits, on a eu des différends, etc. Mais nous avons des intérêts communs, d'autant plus qu'on peut établir des coopérations dans ces domaines-là. Oui, bien sûr que tout ça joue un rôle. C'est-à-dire que plus l'État a de cartes en main pour intéresser les autres à des coopérations avec lui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'influencer doit y trouver son intérêt. Plus, évidemment, il est facile d'avoir une stratégie d'influence. Et ça relègue du même coup au second plan parfois les questions idéologiques, les oppositions, les rivalités idéologiques? Non, pas forcément. D'abord, ça peut se combiner, mais ça peut aussi s'adresser à des publics très différents. On le voit bien d'ailleurs pour la Russie par exemple. Il y a un public russophile qui est intéressé par la dimension religieuse, par la Russie, la Sainte Russie éternelle, etc. Il y a des gens qui au contraire sont très intéressés par la Russie énergétique. C'est pas du tout le même public. Il y a des russophiles intéressés par l'autoritarisme de Poutine, qui considère qu'effectivement il est temps un petit peu de ramener l'autorité dans ce monde, que Poutine en est la parfaite illustration. Ça ne s'adresse pas au même public. Je pense que c'est la même chose au Moyen-Orient. C'est-à-dire que je pense que si vous voulez, le public qui va à Dubaï faire du tourisme n'est évidemment pas le même que celui qui est intéressé par la culture du Golfe ou par la religion ou par la technologie ou etc. Ce sont des publics différents et je pense que l'avenir va être justement va appartenir aux pays qui seront capables de jouer sur plusieurs cordes, sur plusieurs registres, sur plusieurs portées musicales à la fois, sans se contredire, et en captant des publics très différents à l'appui de leur image et de leur politique. Est-ce que l'influence, ça sert à faire la paix, pour paraphraser Yves Lacoste ? Ça devrait. C'est-à-dire que l'influence, par définition, c'est du lien social. C'est trouver des intérêts communs avec d'autres.
le conflit, la guerre, c'est la rupture de ce lien, c'est la rupture du dialogue. La guerre est quelque chose qui arrête l'investissement, qui arrête l'échange économique, qui bouleverse une économie. Donc normalement, l'influence, effectivement, devrait servir à empêcher la guerre. Et encore une fois, c'est pour ça que je suis très étonné de ce choix de Poutine, parce que si on considère sa stratégie d'influence, on peut estimer qu'il avait relativement réussi. C'est-à-dire, d'abord, c'était pas évident en 91 de penser que la Russie resterait une puissance majeure, crainte, respectée, etc. Souvenons-nous, en 2008, après l'invasion de la Géorgie, Barack Obama, président américain, qui dit la Russie n'est qu'une puissance régionale, c'est pas un acteur de... Plus personne n'aurait dit ça après les troupes russes en Syrie, l'annexion de la Crimée, etc. Donc, il avait réussi ça. Et donc, normalement, oui, l'influence est un facteur de poursuite de ses propres intérêts en évitant la guerre, normalement. Et là, il y a une énigme ukrainienne, c'est vrai. On va se séparer en musique, c'est une tradition dans Géopolitique Le Mag. On va écouter le dernier titre d'un des plus populaire groupe de K-pop sud-coréen, Monsta X. Le clip de ce titre, qui s'intitule Beautiful Liar, a été vu plus de 15 millions de fois sur YouTube en 3 jours. Je rappelle, Frédéric Charim, le titre de votre dernier livre, Guerre d'influence au pluriel, les États, la conquête des esprits. C'est publié aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup encore d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Radio J. Merci pour votre invitation.